Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30. La situation sociopolitique marquée par des manifestations, parfois avec des actes de vandalisme qui les accompagnent, ont eu un impact très négatif sur l'activité économique et subséquemment sur la mobilisation des ressources internes, disait ce vendredi le ministre de l'économie et des finances du Togo. Sani Yaya a enchaîné ainsi. C'est dit combien ce contexte porte un coup dur à l'image de notre pays auprès des investisseurs étrangers. La prestation du ministre a eu lieu devant les députés à l'occasion de l'adoption du collectif budgétaire. N'est-ce pas, à court terme, les toutes premières conséquences de la crise sociopolitique que traverse notre pays? Que prédit d'autres pour le Togo englué dans une crise vieille désormais de 10 mois? Et que dire des 21 milliards que le Trésor public a pu glaner sur le marché financier sous-régional? Issus des 8 pays de l'UEMOA, les investisseurs ont mieux fait que les milliards attendus par Lomé. Autour du gouvernement, un écrit assène qu'il s'agit d'un retour de la confiance. Le Togo est-il réellement en manque de liquidité? Pendant ce temps, les Togolais attendent et continuent d'attendre des solutions de sortie de crise. Plusieurs sources annoncent de nouvelles initiatives des facilitateurs de la CEDEAO. Les présidents du Ghana et de la Guinée ont-ils enfin les solutions miracles pour le Togo? Le Togo, c'est aussi divers mécanismes. Le tout dernier porte le sigle de MIFA, c'est-à-dire Mécanisme incitatif du financement de l'agriculture. Depuis les indépendances, les autorités togolaises accordent une importance à ce secteur clé. Mais pourquoi peine-t-il à décoller réellement? Gardons le verbe décoller, puisqu'il s'applique bien à l'aéroport international de Lomé. Cette semaine, une simulation d'attaque terroriste s'est invitée à Lomé-Tokouin. Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Les autorités togolaises préparent-elles ainsi la guerre contre le terrorisme? Dans l'immédiat, ce sont les eaux de pluie qui ont déclaré la guerre aux États de la sous-région. Abidjan a eu son lot de morts et de désagréments. Lomé fait face aux flaques dans les rues et les eaux dans les maisons. Les travaux d'assainissement des autorités finiront-elles par sécuriser les biens et les populations du Togo? Et puis les examens de fin d'année, c'est maintenant. Demain, ce sera la rentrée des classes. Pour 2018-2019, le gouvernement a choisi le 24 septembre au lieu du 15 octobre comme précédemment fixé. Notre invité est le président du PRR, Nicolas Lawson. 96 50 34 37, c'est le numéro de l'émission. Vincent Las Boga. Koudoyo est à la mise en onde technique. Nicolas Lawson, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien, par la grâce de Dieu. Et votre dimanche? Tranquille. Il y a eu cet incident ce samedi dans une salle à Bruxelles. Bruxelles, c'est en Belgique. Il a mis aux prises des Togolais de la diaspora. Au président du net, Djeri Tama, a été donc victime d'une agression. Comment est-ce que vous vous sentez ce dimanche après avoir certainement appris cette nouvelle? Je me sens bien parce que pour moi, comme disent les Anglais, it's rubbish. C'est-à-dire ça n'a aucun intérêt dans la mesure où il sait très bien que nos frères et sœurs de la diaspora, pour la plupart, ce sont des gens qui sont partis en exil, qui ont fui ce pays après les tueries sanglantes de 2005 et tout. Donc, ils ont des ressentiments, ils ont des rancœurs et tout. Alors, quand ils sont à l'extérieur et ils sont en train de ruminer leurs ressentiments et leurs rancœurs, il ne faut pas aller les provoquer, comprenez? Pour qui il se prend? Pour aller provoquer nos frères et sœurs de la diaspora, pour leur faire croire qu'il faut des élections pour régler les problèmes de ce pays. Un scandale de l'ignorance et de la bêtise. Les élections ne régleront aucun problème dans ce pays. Mais c'est sa position à lui. Mais on n'a rien à foutre, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est la position aussi de ces gens-là, de lui dire qu'il n'a pas à venir chez eux pour leur raconter ces bêtises. Il n'a qu'à aller dire ça dans les villages où les gens ont faim et il faut trouver des solutions aux problèmes de nos frères et sœurs qui souffrent de la misère et de l'indignité et tout. Où est-ce qu'il a trouvé de l'argent pour aller se balader en Europe, pour aller dire aux gens que dans une situation de crise comme celle que vit le Togo, ce sont les élections qui vont régler ce problème?
C'est de la provocation. Mais pourquoi vous parlez de provocation? Provocation, parce que ce ne sont pas les élections qui vont régler les problèmes de ce pays. Je suis d'accord avec vous. En fait, c'est une position qui est... Non, c'est une position qui n'a pas besoin de partir de Lomé pour aller à Bruxelles, pour aller dire ça. Et j'ai bien présenté le schéma. Les gens qui sont là sont partis en exil, sont loin de leurs parents et tout. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ce pays puisse marcher et tout. Et ils cherchent aussi des solutions. Ils sont des Togolais comme les autres. Donc quand vous venez dans ma maison, vous venez me provoquer, eh bien je vous attaque et je vous fais sortir. Mais ce que vous dites en tant que leader politique, est-ce que c'est pas grave? C'est exactement ça la réalité que je suis en train de vous dire. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Aujourd'hui, tu sais, des esprits de moineaux, des cervelles de moineaux, pensent qu'ils peuvent être des leaders. Il n'y a qu'en Afrique où on voit des petits esprits qui n'ont rien compris à la marche de ce monde, au progrès des sciences, des technologies, au progrès des idées et tout, et qui racontent des histoires qui ne tiennent pas debout, ne sont plus au XXe siècle. Mais ce que vous dites, est-ce que vous voulez dire que vous, personnellement, oui, demain, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vous dites, qui peut vous lancer des œufs? Et je n'ai pas à aller chez quelqu'un là-bas pour lui dire de venir à ma conférence pour écouter ça. J'ai le droit d'exprimer ma position. Il a exprimé sa position ici. Les gens ne lui ont rien dit. Les gens ne lui disent rien du tout. Pourquoi il va là-bas? Je vous dis que c'est deux scènes différentes. Vous savez, la scène nationale, elle est différente de cette scène là-bas. Ici, nous avons 95% d'analphabètes, et tout, qui ont faim et tout. Ils peuvent, par ignorance ou par retenue, laissez faire. Mais là-bas, je vous dis que c'est une autre catégorie de gens. Ce sont des gens qui ont vécu très douloureusement ce qui s'est passé en 2005. Et ils ont vu que les élections de 2005 étaient des élections frauduleuses, sanglantes, violentes et tout. Et ils sont partis en exil. Et maintenant, toi, tu vas là-bas leur dire que on ne peut régler les problèmes de ce pays que par les élections. C'est de la provocation, c'est un scandale, c'est une ignorance criminel. Mais en fait, avant Djeri Tama, il y a quand même eu d'autres leaders qui sont partis. Qu'est-ce que ces leaders sont partis dire là-bas? Donc, en fait, si je vous comprends bien, en fait, il faudrait tenir un discours pour faire plaisir à ceux qui sont là-bas. Non, quand vous avez un auditoire donné et que vous donc connaissez... vous devez adapter votre discours. Absolument. C'est ce que vous dites. Absolument. Oui, vous ne pouvez pas aller dire à des gens qui sont en exil, loin de leurs parents, loin de leur terre, et ainsi de suite et tout, et qui étaient partis en exil à la suite de fraude électorale, à la suite de violences électorales et tout, que le monde entier a subi, a vu, et vous allez leur dire maintenant qu'il y a crise, il faut de nouvelles élections. Alors que depuis 1993, nous savons que les élections dans ce pays ont été des élections frauduleuses, suivies de violences, et nous n'avons pas encore réglé les problèmes du passé et tout. Et tu leur dis que pour régler les problèmes du présent, il faut encore des élections. Dans quelles conditions? Mais c'est un scandale. C'est un petit esprit qui n'a rien compris et qui est parti provoquer des gens qui lui ont rendu la monnaie de ce qu'il a dit. C'est tout. Vous ne pouvez pas me dire que la démocratie permet d'aller provoquer les gens. C'est pas ça. C'est vous qui parlez de provocation. En réalité, je ne sais pas en quoi, quand vous portez quand votre vous message. me provoquez, vous n'avez pas le droit de venir me provoquer. Je suis en souffrance, loin de ma patrie, et j'ai des problèmes. Et je veux rentrer chez moi. Et il faut trouver des solutions pour que je puisse rentrer chez moi dans la paix, dans la concorde, dans l'unité nationale et tout. Et on n'arrive pas à trouver les solutions qu'il faut. Et toi, tu viens me dire que ces solutions ne peuvent passer que par des élections. Mais quel scandale, quel... Je ne sais pas si vous avez lu l'alerte de Djeri Tama, agressé à Bruxelles par des PECNO. C'est en réalité le titre de son alerte. Et puis il doit les militants se réclamant d'une certaine opposition. Et en réalité, les attitudes qu'il dénonce, est-ce que c'est des attitudes démocratiques? En réalité, c'est aussi ça la question. Ben, voyez-vous, c'est-à-dire, il les insulte. Est-ce qu'on lui a demandé de venir? Personne ne lui a demandé de venir à Bruxelles pour leur dire de venir l'écouter. Comprenez? Personne ne lui a demandé de venir. C'est lui-même qui est parti là-bas et qui a demandé à des gens de rassembler ces gens-là. Donc ces gens sont venus lui donner leur réponse, c'est tout. Est-ce qu'il n'est pas libre? Est-ce qu'il n'est pas libre d'aller? Il n'est pas libre d'aller faire ça. Vous voyez, moi je suis
la réalité. De Gaulle disait, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des réalités. Quand vous êtes dans une situation donnée, vous devez tenir compte des réalités, comprenez. Quand vous allez, par exemple, parmi des gens unis, soi-disant, qui racontent ce qu'ils veulent, et vous allez leur dire le contraire, le niveau, aujourd'hui, le niveau d'éducation intellectuelle et tout, et nos mœurs, ne permettent pas encore d'avoir cette libre expression et d'aller vers des gens qui sont des partisans et d'aller les provoquer, comprenez. Vous avez le droit, peut-être sur une radio ici à Lomé, d'exprimer vos opinions. Si des gens viennent vous attaquer, là vous pouvez dire, ah non, ils n'ont pas le droit. Comprenez? Ils n'ont pas le droit de venir vous attaquer à la suite d'une déclaration sur une chaîne de radio ou de télévision et tout. Mais quand vous allez jusque là-bas, et je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, c'est pas à Lomé, c'est à l'extérieur. Et ces gens de la diaspora ont vécu et des souffrances, des drames, des tragédies. Ils ont perdu leurs parents et ainsi de suite et tout. Ils sont partis dans des conditions qui étaient des conditions brutales, animales et tout ça là. Et ils sont là-bas en train de ruminer leur ressentiment, leur rancœur, loin de la terre natale. Et toi, tu viens avec arrogance et suffisance. Mais en fait, vous n'étiez pas là pour parler d'arrogance. Oui, c'est ce que j'ai vu, que je suis en train de vous dire, ce que j'ai vu. Je ne dis jamais ce que j'ai pas vu. Guéry d'abord parle d'intolérance. En réalité, beaucoup parlent d'intolérance. Ça me suffit, cette histoire de Jerry Taman. Vous savez, nous avons eu des officiers dans ce pays qui ont fait Saint-Cyr, qui ont fait l'école de guerre et tout. Et que les Togolais se souviennent. Quand vous prenez Narcisse Djoua, il a fait l'école de guerre, il a fait Saint-Cyr et tout. Quand vous prenez Tidjani, le géant Tidjani, il a fait Saint-Cyr, il a fait... Et c'était des officiers supérieurs. On a vu ce qu'ils ont fait, on a vu comment ils sont finis dans ce pays, ainsi de suite et tout. Comprenez? Donc, il ne faut pas qu'un petit officier, je ne sais pas quelle école il a fait, soit dans Saint-Cyr et tout, il y a des trucs de Saint-Cyr qui sont auditeurs libres et tout ça là, et qui dit qu'il a démissionné. Et avec 72 millions de l'État, il va aux élections présidentielles. Et un but donc de ça, il se permet de dire aux Togolais qui sont en difficulté, où il y a la misère, il y a une crise, et on ne voit pas de solution et tout. Et monsieur nous dit très simplement, oui, voilà, il faut qu'on aille une solution. Mais honnêtement, je suis surpris par votre discours. Oui, absolument, parce que je ne suis pas d'accord. Oui, mais en fait, vous êtes un acteur politique, vous êtes un leader. Oui. Et un leader a été victime d'une agression. Oui. Votre réaction, ça devait être une réaction compatisante. Jamais. Pas dans ces conditions-là. Pas dans ces conditions. Je défends ce qui doit être défendu. J'ai défendu M. Jicus Olympio quand il avait été agressé à la plage par des militants de son parti qu'il avait créé avec ses amis et tout. J'ai défendu cela parce que j'estime que c'était malvenu, c'était inacceptable et tout, comprenez. Mais je ne défendrai pas cet individu-là sous prétexte que... Parce que je suis formellement convaincu que ce n'est pas par des élections organisées par un gouvernement incapable, incompétent de trouver des solutions aux problèmes que vivent les Togolais dans ce pays. Qu'est-ce qui a créé la crise? Qu'est-ce qui a créé cette nouvelle crise? Les Togolais sont extrêmement tolérants. Après tout ce qu'il y a eu en 2005, ils ont pardonné, ils ont laissé faire. Après l'élection frauduleuse de 2010, ils ont laissé faire. Après l'élection frauduleuse de 2015, ils ont laissé faire. Et puis, avec un endettement et une participation par le travail des Togolais, tout ce gouvernement a mobilisé pendant 13 ans 10 775 milliards. Et les résultats sont là, médiocres. C'est une banqueroute, c'est-à-dire une faillite frauduleuse et tout. Et au lieu de trouver des solutions aux problèmes économiques et sociaux qui se posent dans le pays et tout, vous allez faire des intrigues, des machinations et des entourloups pour essayer à nouveau d'aller à des élections frauduleuses pour continuer à régenter ce pays. Est-ce qu'ils ont des solutions aux problèmes de ce pays? Toutes les catégories socio-professionnelles sont en crise, sont... on le sait, on le sait. Vous personnellement, vous n'êtes pas convaincu que par des élections, on peut régler la crise. Non, j'ai déjà dit qu'il faut... Vous n'êtes pas convaincu, c'est ce que vous répétez. Non, c'est une réalité. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Il faut un gouvernement de salut public. On parlera de ça. Oui. Je suis convaincu. Vous n'êtes pas convaincu. Mais si d'autres, par contre, sont convaincus que ce n'est pas des élections. S'ils sont convaincus, est-ce que quand il raconte ses sornettes ici dans le pays, est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose?
C'est ce que je veux que vous voyez. Est-ce que quelqu'un l'a agressé ici dans ce pays parce qu'il racontait ces sonnettes? Mais quand même, Bruxelles, c'est quand même la tête par excellence de la oui, démocratie. Bruxelles, ce n'est pas chez lui et ce n'est pas partout. Je suis d'accord. Moi, j'ai fait partie des gens en exil. Je les ai aisés à partir, soit à Bruxelles, soit à Bonn, ou soit à Montréal, ou à Toronto. Et c'était des gens qui étaient en souffrance parce qu'ils ont perdu des parents et ainsi de suite et tout. Et ces gens sont là-bas. Ils ruminent leur rancœur, leur ressentiment et tout. Et certains même ont de la haine parce qu'ils ont vu... J'étais à Cotonou et j'étais avec Feu Ocansé. Et une dame est venue en pleurant. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué son enfant et quand on voulait, elle a été obligée de mettre l'enfant dans un congélateur et puis elle a fui. Elle est venue se plaindre à nous là-bas. On n'a pu rien faire et tout. Cette dame, comment pouvez-vous la consoler? Vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça, à la suite, j'ai dit, il ne peut pas y avoir de réconciliation nationale sans réparation, indemnisation. C'est un processus qui a. C'est un faux processus. Yéli Taba dit que nous avons du boulot. En réalité, en faisant référence à ce qui s'est passé hier, en faisant, peut-être qu'il le saura par la suite, votre réaction là, qui me surprend, qui surprend sans doute certains Togolais, est-ce que nous n'avons pas du boulot en ce qui concerne la démocratie? Le boulot, c'est-à-dire de corriger que des petites cervelles, des esprits de moineaux ne se donnent pas la qualité de leader et d'hommes politiques et tout pour aller raconter des sornettes et des petitesses aux gens. C'est tout. Le grand boulot que nous avons, c'est de former demain des élites et des super-élites. Aujourd'hui, nous avons des sous-élites dégradées, corrompues, intellectuellement, moralement et tout, et qui sont incapables d'échafauder une véritable conception de comment construire notre pays dans l'unité, dans la paix, dans la stabilité et le bien-être de ces petites populations, mais qui croient que, ah oui, n'importe qui. Vous savez, dans un pays comme celui-ci, et 56 000 km², vous avez 111 partis politiques et vous avez des gens comme ça qui sortent parce que c'est possible de créer un parti politique avec 30 personnes issues des 2 tiers des préfectures et tout, et parce qu'ils ont un diplôme ou ils ont été quelqu'un dans cette administration ou je ne sais pas quoi et tout, ils peuvent se prévaloir d'être un leader. Et c'est la grande souffrance dans notre pays. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que l'éducation nationale doit être une priorité absolue. Nous devons tout faire pour élever le niveau d'éducation, la réforme profonde de notre enseignement et tout. Moi-même, après mes études diverses et tout, j'ai fait une étude qu'on appelle la systémique, comprenez? Parce que nous ne sommes plus dans l'époque où c'est l'esprit cartésien, c'est-à-dire de la conception de Descartes de la société qui est en cours aujourd'hui. C'est-à-dire le monde a changé, le monde a radicalement changé. Donc quand vous prenez toute situation qui se présente, vous mettez ça comme un système donné, c'est ça qu'on appelle la systémique, vous verrez qu'il n'y a pas que 2 solutions. Il y a 3, il y a 4, il y a 5 solutions. Si vous êtes en capacité de déterminer les vraies solutions de tous les problèmes qui se posent et tout, ou les solutions du problème qui s'est posé, quand vous avez 4, 5, 6 solutions, vous faites quoi? Vous prenez la solution qui a le moins d'inconvénients et le plus d'avantages. Et vous avez aussi les autres possibilités. Mais quand vous prenez la solution là qui a le plus d'inconvénients et qui a le plus d'avantages et le moins d'inconvénients, vous devez maintenant chercher des solutions aux inconvénients de cette solution-là. Donc, le monde s'est complexifié. Ce n'est plus un monde aujourd'hui binaire où il a raison, j'ai tort, il a raison. Non, non, non. Les problèmes se posent aujourd'hui, les problèmes qui se posent à nos esprits et tout, sont devenus des problèmes complexes. Je ne dis pas compliqués. Donc, ce n'est pas n'importe quel esprit, ce n'est pas n'importe qui peut régler ces problèmes-là. Il faut que nous fassions attention. Si nous ne faisons pas attention, l'Afrique, comme le dit Donald Trump, qui dit shithole, c'est-à-dire trou de merde, nous allons perpétuer ça à nos petits-enfants. Finalement, faisons attention. Quelle est votre définition de la démocratie? Mais la démocratie n'a pas de définition. Vous comprenez? C'est ça. La démocratie n'a pas de définition. Parce que ce n'est pas un principe. La démocratie, ce sont des pratiques.
La pratique démocratique en Angleterre n'est pas la pratique démocratique en France. La pratique démocratique en France n'est pas la pratique démocratique en Allemagne. La pratique démocratique en Allemagne n'est pas la pratique démocratique aux États-Unis. Il y a toujours... Mais quand même, il y a un trait commun. Quel trait commun? Oui, mais en fait, la liberté d'expression, la liberté de penser, par exemple. Oui, mais si tu viens chez moi, dans ma maison, pour me dire n'importe quoi, sous prétexte que violation de mon espace vital, mais je te dégage. Est-ce que dans une salle publique à Bruxelles, est-ce que c'est une maison privée? Est-ce que c'est une... Qu'est-ce que vous appelez salle mais publique en fait, à une Bruxelles? conférence publique, est-ce que c'est une maison privée? Pourquoi tu défends cette idée de démocratie vulgaire du 20e ou du 19e siècle? Tu crois par exemple qu'on peut aller dans une salle soi-disant publique pour aller violenter les consciences des autres et en sortir avec tous les bénéfices parce qu'on a cette possibilité-là? C'est ça que vous appelez votre histoire de démocratique? Ou vous croyez que la pratique électorale qui a permis aux gens de s'en sortir plus ou moins pour déterminer qui va gouverner et tout, ça s'applique encore aujourd'hui? Ça ne s'applique plus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, les problèmes sont devenus plus complexes et tout. Et les Américains, ça fait depuis 20 ans, 25 ans plus, que je leur dis, leur démocratie même est devenue désuète, dans la mesure où, quand les pères fondateurs, que ce soit à Washington, Jefferson, Hamilton ou Adam Smith et tout, avaient conçu ces valeurs-là, ces pratiques-là et tout, à l'époque, c'est parce qu'il y avait trop d'ignorance, comme aujourd'hui, en Afrique chez nous et tout. Le Far West, c'était ça. C'est pour ça qu'ils ont dit, si on vote, si les électeurs votent, il faut corriger cela par l'intervention des grands électeurs, parce qu'il y a trop d'ignorance, ainsi de suite et tout. Mais dès que l'Amérique a aujourd'hui l'Internet, les satellites, des trucs comme ça et tout, et qu'il y a un accès massif de la population américaine à l'éducation, à la formation et tout, ce système-là ne fonctionne plus et n'est plus bien. Et c'est ça qui a permis à Donald Trump, aujourd'hui, qui confirme ce que je disais il y a 25 ans ou 30 ans, d'être élu, en ayant 3 millions de voix de moins que Hillary Clinton. Donc, il faut corriger ça si nous voulons aller dans le sens de base de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire un homme, une voix. Aujourd'hui, le problème que nous évoquons, finalement, la question que les Togolais se posent, c'est est-ce que c'est les leaders, vous y compris, est-ce que c'est les populations? Parce qu'on a constaté que depuis les années 50 jusqu'à présent, la violence est restée quand même très présente dans le débat public au Togo. Vous savez, j'avais écrit un article en 1973 et le titre c'était « Politique d'indépendance nationale, est-ce une révolution ?» C'était quoi? C'était pour combattre les ligueurs qui entouraient Mathieu Kérékou à l'époque. Parce qu'ils sont venus de Russie, de Tchécoslovaquie et tout, et le communisme avait le vent en poupe, vous comprenez, le socialisme et tout ça et tout, et ils ont encadré rapidement Mathieu Kérékou pour l'entraîner vers le marxisme-léninisme. Mais non, moi j'ai été dans l'UGED, l'Union générale des élèves étudiants du Dahomey, et j'étais avec les capitaines Badjo Goumé Hilaire, Béton Nestor, Michel Aïkpé et Assoba Janvier qui ont fait le coup d'État du 26 Je parle du Togo, vous pouvez parler du Bénin. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. Il faut une base avant d'aller construire là-dessus et tout. Donc, c'est quand j'ai écrit cet article-là, et je disais qu'il y avait des intellectuels tarés, qui étaient autour de Mathieu Kérékou et dégénérés. J'avais donné ça. Donc, ils ont voulu m'arrêter. Quand ils ont remplacé Vincent, le capitaine Vincent Kézodia et tout, ils avaient voulu m'arrêter. Et c'est comme ça que j'avais atterri au Togo en 1974 pour aller faire le collège Saint-Joseph à l'époque et tout. Et après, le marxisme-léninisme avait détruit le Bénin. Quand nous étions partis, ils ont changé le nom d'Ahomey en Bénin. Et puis après, je parle de violence au Togo. En fait, a échoué. Oui. C'est pour vous dire. Quel est le rapport? Le rapport, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire les vieilles idées et les élites dégénérées et tarées qui se croient des leaders et qui prétendent gouverner notre pays et tout, sont en train de garer ce pays. Et ce sont eux les responsables. Ce n'est pas la population. La population, c'est notre mission, c'est notre devoir. C'est une obligation pour nous, nous prétendants des élites et tout, de forger les consciences, d'éduquer les gens et de les amener à un niveau intellectuel, un niveau de compréhension qui leur permette de faire la part des choses
entre ce que nous faisons et tout. Aujourd'hui, nous faisons du désordre. Les leaders, les soi-disant élites leaders, tout, nous faisons du désordre, de la bêtise, vous comprenez. Et nous sommes là en parlant de tel parti, de tel ceci, de tel leader. Il est temps, il a fait tant, il est ceci, il est temps. Nous ne sommes rien encore. Nous sommes le bordel dans ce pays. Ce ne sont pas, c'est pas la population Ça, qui a un problème. on l'a souvent entendu Oui. venant de vous. Donc, refermons la parenthèse consacrée à Bruxelles et à cet incident. Finalement, ce qu'on peut noter, c'est que vous avez compris l'attitude des Togolais qui s'en sont pris à Djeritama. Oui, j'ai compris ça. Vous avez compris leur J'ai attitude. compris, ouais. Vous les soutenez carrément. Mais est-ce que je vous ai dit que je les soutiens? Non, mais en fait, quand on vous écoute, c'est l'impression qu'on a. C'est toi qui as cette impression, Ok. une fausse impression. Ok. Hein? Comprendre quelque chose, hein, et l'expliquer n'est pas soutenir cette chose-là. Ok. C'est tout. Fermons cette parenthèse bruxelloise et parlons d'autre chose, puisque les députés togolais ont un nouveau siège. C'est ça que vous le savez, c'est un bon point pour le Togo. Quel bon point. Qu'est-ce que ça a à voir? Il y avait déjà la construction d'un siège pour l'Assemblée nationale à la mer là-bas. Ils ont été détruits, ça. Et ils n'ont même pas préparé, ils l'ont laissé dans un état délabré là, et ils vont construire un nouveau siège. Alors, où est le problème? C'est le droit. Est-ce que c'est leur sou? Est-ce que c'est ce gouvernement, c'est son argent? C'est eux qui vont payer? Non. Eux, avec leurs amis étrangers, volent plutôt les fruits du travail des Togolais. Donc, s'ils se construisent un beau bâtiment, ça restera. Ma question, c'est de savoir tout juste si c'est un bon point pour le Togo, parce qu'on a Quel bon point. Vous savez, on a longtemps réclamé dans ce pays. Les Africains n'ont pas, les gens qui ne connaissent pas l'histoire font toujours les mêmes bêtises. C'est ça la tragédie. Vous avez vu, Louis XIV a construit Versailles et tout ça là et tout. Vous comprenez? Mais ceux qui sont venus après, ils ont fait quoi? Mais aujourd'hui, Versailles est là. Vous comprenez? Et Versailles fait la fierté des Français. Mais après ça, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de tragédies pour arriver. Donc, ce n'est pas ce bâtiment en soi qui peut m'impressionner ou me dire qu'il y a quelque chose qui va. Il n'y a rien d'important dans ce monde que le travail pour élever les citoyens à la dignité humaine. C'est-à-dire, vous devez tout faire quand vous êtes un dirigeant responsable, faire en sorte que les citoyens mangent 3 fois par jour, les citoyens soient bien éduqués, les citoyens soient bien élevés, les citoyens soient bien logés, vous comprenez? Et une fois que vous leur donnez cette base essentielle, vous leur rendez la dignité humaine. Et à partir de cet instant, ils vont réagir comme des gens responsables. Ce que vous dites, on le sait, puisque ça c'est un problème carrément d'ordre structurel, on le sait. Maintenant, le Togo, on l'a souvent noté, il est en retard par rapport à un certain nombre d'infrastructures. Là, l'Assemblée nationale... Ça, entre nous, j'ai un gars qui vient me voir et je suis obligé de lui donner 500 francs par jour pour se nourrir et tout. Qu'est-ce qu'il a à foutre de cette Assemblée nationale? Non, mais en fait, vous êtes un acteur politique. Moi, je vous pose une question par rapport à cette nouveauté. C'est pas une question d'acteur politique. Je suis un homme. Et ça vous intéresse pas, cette question? Ça vous intéresse pas? Pas du tout. Ok, parlons des députés, puisqu'ils ont pris les possessions de ce nouveau bâtiment ce vendredi, et ils ont voté ce qu'on appelle habituellement le collectif budgétaire. Est-ce que vous comprenez leur vote? Non, si vous suivez l'actualité et vous avez l'obligation, puisque vous êtes journaliste, vous verrez qu'en moins de 2 mois, ça fait le 2e rectificatif budgétaire. Ai-je menti? Et le premier rectificatif budgétaire, il paraissait que c'était une diminution de 1%. 1300, combien? 29 milliards de budget initial. Vous faites 1%, ça fait 13 milliards. Et un mois et demi ou 2 mois après, vous revenez pour un 2e rectificatif budgétaire et cette fois-ci, vous estimez que c'est aux alentours de 20 et quelques milliards et tout. Vous progressez ou vous reculez. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes obligé de diminuer le budget initial en faisant ce rectificatif budgétaire? Et vous avez le culot, l'outrecuidance de dire que c'est la et sociopolitique, et vous voulez accuser les opposants parce qu'ils ont fait des manifestations, des grèves et tout ça là. Si vous aviez bien géré le pays, si vous gériez l'économie nationale, s'il n'y a pas une minorité qui s'accapare des richesses du pays, donc une minorité criminelle qui détourne l'argent du pays et tout, il n'y aurait pas eu une crise sociale. Si vous gériez bien le pays, vous auriez dû comprendre que quand vous avez
un salaire de base de 35 milliards, hein, de 35 000 francs. 35 000 francs là que vous avez aujourd'hui, hein, son pouvoir d'achat est de moitié du pouvoir d'achat de celui qui gagnait 35 000 francs en 1994. C'est-à-dire, c'est ça le remet que les pendules à l'heure à 17 500 francs. Vous comprenez? C'est-à-dire, votre salaire de base, en réalité, ce n'est que de 17 500 francs. C'est un échec tragique. Vous avez échoué. Vous êtes des incapables et tout. Et c'est à cause de ça qu'il y a la crise socio-politique dans ce pays et tout. Ce n'est pas à cause des manifestations, des grèves, des revendications, tout ça. C'est à cause de la mauvaise gouvernance, de la corruption de ces individus-là et tout. Et ce ministre des Finances, il vient d'où? Il vient de 2 banques qui ont été mises en faillite, hein, et qui ont été privatisés ou laissés à l'abandon et confiés à des étrangers et tout. Vous nommez un incapable comme ministre des Finances et tout, et il vient nous dire que oui, il y a crise et puis il y a rectificatif budgétaire parce qu'il y a... les députés ont voté. Est-ce qu'ils avaient d'autres choix? Ben, ils ont d'autres choix. Si j'étais là, je ne voterais pas. Je lui dirais d'aller au diable et de ne pas venir nous distraire et nous emmerder. Il n'a qu'à aller faire autre chose. Hein, ça veut dire quoi? C'est une moquerie, ça, c'est une plaisanterie. Venir se mettre devant des députés se disant des élus de la nation. Et c'est dommage que les gens ne comprennent pas l'importance de l'économie dans la situation, pas seulement du pays, de notre pays, du monde aujourd'hui. Vous n'êtes rien quand vous n'avez pas une économie solide et tout. Pourquoi Donald Trump est parti rencontrer Kim Jong-un à Singapour? Parce qu'il y a les infrastructures, hein, il y a une réussite économique, humaine et tout là-bas et tout, et que, à Singapour, et que ça offrait, hein, des conditions maximales, idéales, pour que, hein, la première puissance, son chef de l'État puisse aller rencontrer Kim Jong-un de la Corée là-bas et tout. Mais en 1968, avant que le Singapour ne soit prise en main par Lee Kuan Yew. Mais c'était un marécage de brigands, un marécage où vous avez des serpents, des trucs comme ça et tout. Il a transformé, hein, ce marécage et tout ça en un pays merveilleux, vous savez, où vous voyez la réussite humaine avec splendeur et tout. C'est ce que je veux pour mon pays et tout. Des élites qui soient capables de bâtir, de construire, d'imaginer. Est-ce que c'est pas un rêve tout ça? C'est pas un rêve. Oui. Même si c'est un rêve, on part du rêve pour arriver à la réalité, comprenez? On part du rêve. Quand je disais en 2003 qu'il fallait que l'école publique soit obligatoire et gratuite et tout, l'école primaire et tout ça, il disait aux gens, ces individus-là, hein, il disait aux gens, oh, c'est un rêveur, c'est un utopiste et tout. Après 5 ans, 10 ans, ils prennent ce que je dis, ils disent, mais ils ne sont jamais capables de réaliser quoi que ce soit. C'est cette faillite-là, hein, cette faillite, hein, humaine et intellectuelle et tout, qui fait que les Togolais veulent l'alternance, veulent le changement. Il faut qu'ils comprennent ça. Est-ce que ce rêve pour le Togo, est-ce qu'il n'est pas trop sectaire? Enfin, pas du tout. Le Togo, c'est à peine 7 millions d'habitants. Oui, justement. Sur un grand continent. C'est à la taille. Les problèmes de l'Afrique sont presque les mêmes. Le Togo est plus grand que Singapour 6 fois. Vous comprenez? Le Togo est plus grand que la Suisse, je crois 5-7 fois. Ainsi de suite. Le Togo a la même proportion de population que Singapour, la même population en proportion que la Suisse et tout. Qu'est-ce que ces hommes ont réalisé et que nous ne pouvons pas réaliser? Est-ce que Dieu qui nous a dotés de cette cervelle-là, qui a 6 000 milliards de cellules, est-ce que ce n'est pas les mêmes cellules, les mêmes trucs qu'ils ont dans leur tête, ces amis blancs? Nous avons fait les mêmes études. Vous comprenez? Quand j'étais à Shannon, hein, en 1976-77 par là et tout, bon, je disais, mais ces gens-là, mais on est plus intelligents que ainsi de suite et tout. Et quand je voyais l'environnement, je disais, ah, nous pouvons faire ça et tout ça, et ainsi de suite. Mais en 10 ans, 15 ans, ils ont transformé l'Irlande en tigre celtique et tout. Et j'ai vu la réalisation de ces gens-là, avec qui nous avons fait les mêmes études et tout. Non, nous avons des élites corrompues, des sous-élites corrompues. C'est un problème d'élite. Oui, c'est ça. Ok. Le commissaire du gouvernement, le ministre Sali Yaya, il a lié en réalité ce qui s'est passé vendredi à l'Assemblée nationale à la crise sociopolitique que vit notre pays. Vous qui avez les chiffres, essayons un peu. Depuis le début de cette crise, ça fait 10 mois maintenant,
globalement, combien le Togo aurait perdu? Mais c'est quand il fait un budget de 1326 milliards, il croit avoir les recettes provenant d'où? Ce pays est un pays dont le PIB est sous-évalué et sous-estimé. Et c'est pas parce qu'on va recruter des gens pour aller harasser quelques individus et tout que nous y arriverons et tout. Moi, j'estime aujourd'hui le PIB réel de notre pays, eux, ils tournent autour de 2450, 2500 milliards. Moi, je l'estime autour de 15 000 milliards. C'est-à-dire la mobilisation de nos capitaux morts. Et nous allons les rendre fongibles. Et nous allons maintenant faire en sorte que nous puissions les utiliser de façon rationnelle pour créer de nouvelles richesses, ainsi de suite et tout. Voilà la réalité et tout. Mais quand vous êtes un gouvernement et que vous attendez que les gens travaillent et que les gens payent des impôts et tout, et ces impôts sont mal gérés, ces impôts sont détournés et tout, et vous allez faire des emprunts à l'extérieur et vous détournez ces emprunts-là, vous laissez ces emprunts à des prédateurs étrangers et vous croyez qu'ils sont des gens qui valent quelque chose et tout. Mais vous êtes un ignorant, vous êtes un abuseur public, vous êtes un criminel. Ma question, vous ne répondez pas à ma question. Je viens, parce que moi, sans faire de fondation, je ne construis pas. Voilà ma position. Donc, je vous dis, ce ministre-là, il ne comprend rien du tout, et il n'est bon à rien. Et je vous ai dit d'où il vient. Il vient de banques qui ont été mal gérées, ainsi de suite. Il ne peut pas gérer un État, les finances d'un État et tout. Il ne peut pas créer. C'est-à-dire, il faut que nous changions nos mentalités en Afrique. C'est pour ça que je te parlais de systémique et tout. Nous ne sommes plus dans ce truc-là d'esprit cartésien, ainsi de suite et tout. Nous sommes rentrés dans une autre ère, dans ce monde où il faut avoir un esprit systémique pour voir les choses, ainsi de suite et tout. Pourquoi nous ne pouvons pas réussir? Pourquoi les Togolais ou les Africains ne réussissent pas? Même si les gens accusent le franc CFA de s'en sortir et tout, c'est qu'ils n'ont rien compris. Ma question, en fait, sur les 10 mois, Ouais. Globalement, beaucoup disent que le Togo a beaucoup perdu. Mais est-ce que vous pouvez avancer un chiffre, par exemple? Non, je vous dis, moi personnellement, c'est-à-dire ce que le Togo pouvait mobiliser, compte tenu des activités économiques et tout ça dans le pays par an, c'est 650 milliards. Alors, où est-ce qu'eux, ils trouvent les 1300 et quelques milliards? Où est-ce qu'ils trouvent ça? Les recettes là. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Et à quel niveau ils placent le déficit? Et comment ils croient qu'ils peuvent résorber le déficit sans créer des activités, sans créer de la richesse et sans créer des emplois et tout? Non, quand vous êtes là, dans la pure gestion médiocre, comme ce que ce gouvernement est en train de faire, vous n'irez nulle part. On a constaté quand même que dans le court terme, voilà les premières conséquences de la crise que vit le Togo, à moyen terme et à long terme, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence? Non, il n'y a pas d'issue à cette crise si on croit que ce sont des solutions politiques. Je le dis, même à mes frères et sœurs qui sont dans l'opposition. Les problèmes, et les solutions aux problèmes de ce pays, je l'ai dit, c'est un gouvernement de salut public qui se mette rapidement en place, qui puisse augmenter les salaires des fonctionnaires de 35%. Et ça, nous le pouvons. Nous n'allons pas faire un nouveau rectificatif budgétaire. Ça c'est les solutions que vous proposez. Oui, ma question, c'est de savoir, en fait, aujourd'hui, les Togolais, ils ont constaté dans la ville qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, et beaucoup se plaignent. Certaines structures ont dû même fermer, ou ont compressé le personnel. Et je te donne les solutions. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Non, mais en fait, ce que je veux savoir, en fait, à moyen terme, à long terme, quelles peuvent être les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Est-ce que c'est la dérive jusqu'au chaos? C'est la dérive jusqu'au chaos. Et ce gouvernement en place et nos frères et sœurs qui sont là ne peuvent pas trouver les solutions ou ne peuvent pas faire exécuter les solutions que je propose. Et moi, je te donne des solutions effectives. Je dis, nous augmentons les salaires de 35% immédiatement. Nous donnons satisfaction aux revendications salariales et autres des enseignants dans le secteur de la santé et tout. Nous mettons en chantier la construction de 5000
nouvelles salles de classe dans toutes les préfectures, pour les trucs et tout, en mettant au travail les maçons, les menuisiers et les plombiers, ainsi de suite et tout. Nous mettons en chantier la construction au moins de 5000 logements sociaux pour nos militaires, nos gendarmes, nos policiers et tout. Nous mettons en construction la réfection de toutes nos préfectures, de toutes nos mairies, ainsi de suite et tout. Et nous attribuons à toutes nos préfectures, les 39 préfectures, une dotation financière de 3 milliards, ça fait 17 milliards. Mais curieusement, est-ce que c'est pas des promesses de campagne, visiblement? Mais mon cher ami, quand vous voulez diriger un pays, ou quand vous administrez une société ou votre maison et tout, vous devez faire un budget en tenant compte de ce que vous savez, c'est-à-dire ce que vous gagnez ou ce que vous pouvez produire. Moi, j'ai 3 maisons, par exemple, là. Si je prends une maison, je vends. Je sais que ça va me rapporter tant et je vais utiliser mon argent tant et tant. Ou si je loue la 3e maison, ça va me rapporter tant, ainsi de suite. Il faut un plan. Un pays, une société qui n'a pas de plan est une société qui va à l'aveugle. Et ça, le Togo n'a pas de plan. Et le ministre du plan du Togo, il vient du FMI, c'est-à-dire la bureaucratie supranationale qui n'a jamais rien produit de bon et tout, où on vous forge, on vous formate votre mentalité pour suivre un certain nombre de trucs qui ne servent à rien du tout. Voilà. Je parle de programme de campagne, parce que là, vous parlez de gouvernement d'union nationale, le gouvernement de salut public. Oui, de salut mais en fait, est-ce que si c'est un gouvernement de salut public, est-ce que c'est sa mission que de créer, absolument, de construire 5000 classes? C'est-à-dire les Togolais, tant que... Quelle est sa durée? Vous croyez par exemple que la femme là, qui est, disons, Bodjela, et qui n'a pas 100 francs, 200 francs pour manger aujourd'hui, votre connerie de constitution, tout ça, ça l'intéresse? Est-ce qu'elle comprend quelque chose à cela? Vous allez à Fagna, vous allez à Kabou et tout. Est-ce que votre histoire de constitution, de vote et tout ça là, c'est ça la satisfaction de ces problèmes? Non. La première des choses qu'une élite, je ne dis pas un petit politicien, leader politique ou autre, un leader, quelqu'un qui a le sens de la dignité humaine et tout, qui est un humaniste, il doit d'abord penser, régler les problèmes de ses frères et sœurs, vous comprenez? C'est-à-dire les amener à la dignité humaine. Quand les gens se lèvent, qu'il n'ait pas cet état de misère, cet état de souffrance-là, de se dire qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Ou quand la personne est en souffrance, comment je vais me soigner? Ou mon logement est en train de couler, comment je vais faire? Ou je suis inondé et mes affaires sont là, qu'est-ce que je fais face à un État qui est incapable de tout? C'est pour ça que je vois, il y a des gens qui tournent là, à la présidence, qui racontent des conneries, qui sont des gens tarés, dégénérés et tout, qu'il faut croire que le secteur privé peut faire quelque chose. Je dis ça et je l'affirme et je défie n'importe quel intellectuel ou économiste ou du monde entier de venir me contredire aujourd'hui que c'est le secteur privé qui va être le moteur de la relance économique du redressement. Nos États africains doivent vous nous parlez des propositions, de vos propositions, là, mais visiblement, mais en fait, là... oui, mes propositions, la logique, c'est quoi? Et j'en viens, vous ne suivez pas. Oui, mais en fait, je suis, c'est finalement confus. Non, c'est vous qui ne comprenez rien. C'est l'impression que j'ai. Ah oui, parce que vous ne comprenez rien à l'économie, vous aimez bien la politique et ainsi de suite et tout. L'économie, c'est quoi? C'est-à-dire, je dis aujourd'hui, nous devons faire de nos États en Afrique, les moteurs de la croissance et du développement. Oui, parce que mon inquiétude, c'est est-ce que c'est à l'agenda de votre gouvernement de salut public? Absolument. Parce que tu dois d'abord balayer la maison avant de mettre la table pour les gens. Si tu ne balayes pas la maison, si tu ne mets pas la table, comment tu veux que les gens viennent s'asseoir et manger dans le quelle éventuellement sa durée de vie, votre gouvernement de salut public? Mais c'est jusqu'en 2020. Et ce gouvernement, je le dis pour ceux qui croient que Nicolas... Non, ce que je dis, moi je suis un éclectique et doué d'une intuition divinative très poussée. Quand je vous dis quelque chose, quand vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous verrez le résultat dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et tout. Le Togo, comme le Bénin, comme le Ghana, ont besoin aujourd'hui de faire de nos États les moteurs de la croissance
et du développement et tout. Et nous en avons les moyens. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Nous avons des capitaux morts en abondance. Que ceux qui sont là en place n'arrivent pas, hein, à rendre fongible et tout. Quand j'en parlais, Boni Aïe était à la BOAD ici, il a pris ça et tout, il est parti, il est devenu président, il a demandé au PNUD de lui faire, hein, et ce que j'ai appelé l'agenda Vision 2025 et tout. Le PNUD ne peut pas lui faire ça. Parce que l'esprit, hein, qui a conçu cela, cet esprit-là n'existe pas dans le Bien merci, bien merci. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition tous les dimanches. Et la Pyramide FM, je rappelle notre numéro 96 50 34 37. 87 50 34 37. Boga Koudoyo, est-ce que nous avons un premier auditeur en ligne? Pas encore d'auditeur. Je rappelle également que notre invité du jour est Nicolas Lawson, le président du PRR. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous avez un pouce récepteur à côté de vous. Ça siffle. Oui, allô? Bonjour. Oui, allez-y, votre nom. Oui, votre nom. Je crois qu'on a quelques soucis avec cet auditeur. Allô? Oui, vous êtes en direct. Oui, bonjour. On a compris. On a compris. Oui, cher ami, on a compris votre développement et c'est pas une question. Vous essayez tout simplement d'apporter, comme on le dit, de l'eau au moulin du président du PRR. Un autre auditeur est en ligne, le deuxième allô. On l'a pas. Nous parlions du budget, nous parlions du correct. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Pelé. Oui, vous écoute. Bien.
Bien, merci, on a compris. On va poser la question à notre invité. En fait, sur vos rapports avec la coalition, en réalité, vous êtes expliqué il n'y a pas très longtemps, et peut-être que Pelé ne vous a pas suivi. Non, c'est une plaisanterie. Vous savez, ce pays ne peut pas être la proie à deux camps qui s'affrontent et qui ne peuvent que nous amener au chaos. Ce n'est pas une question de centrisme ou de trucs comme ça. C'est une bêtise, cet état d'esprit et tout. Ce pays ne peut pas se construire dans la division, dans la haine, les ressentiments et les postures. Vous pouvez trouver des solutions à nos frères de Sokodé aujourd'hui. Vous pouvez trouver des solutions à nos frères de Bafilo, de Kara, d'Apango et tout. C'est tout ce qui me préoccupe, moi. J'ai rien à foutre du pouvoir en place. J'ai rien à foutre de la coalition. Je le dis très sincèrement. Quand je disais dans ce pays que ce n'est pas une question de constitution ni de vote de la diaspora, les gens insistaient. Je suis allé dire simplement à la diaspora, ce n'est pas une affaire de constitution, ce n'est pas une affaire de vote de la diaspora, c'est une gouvernance en faillite criminelle, la banqueroute, dont le pays va mal. Et je ne suis pas là pour être dans un camp contre un autre camp. Quelle bêtise! J'ai dit que je suis un esprit systémique. Je ne suis pas un esprit rationnel, comme eux et ceux qu'ils suivent ou ceux qu'ils croient suivre ont cet esprit qu'ils croient rationnel et qui a pour ou contre. Non, je dis aujourd'hui, quand un problème se pose, le problème n'a pas que deux solutions. Le problème peut avoir 3, 4, 5 solutions. Vous l'avez expliqué avec des... Alors si les esprits ne comprennent pas ça, qu'on ne vienne pas me raconter des choses autrement. On va insérer un autre auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, votre nom et posez votre question. Oui, allez-y. Oui, bonjour, monsieur Nicolas. Bonjour. Bon, une question, c'est-à-dire, à la mesure où on voit les choses, vous ne voyez pas que la communauté internationale, spécialement la CDAO, a une crainte pour répondre à ce c'est ma question. Ouais. Merci pour votre question. La CEDEAO, en son temps, a soutenu l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo en 2005. Et j'étais dans ce processus-là. Et si vous vous rappelez bien, je m'étais retiré 72 heures avant l'élection de 2005 pour dire qu'il y aurait des fraudes, il y aurait des violences, il y aurait des morts. Les gens se sont dit non. Ils ont été, il y a eu des fraudes, il y a eu des violences, il y a eu des morts. Mais je ne suis pas un esprit attardé ou truc. Quand j'ai des pressentiments et quand mon intuition, ou quand les informations que je reçois de gauche à droite m'indiquent le choix que je dois faire, je fais ce choix-là indépendamment des camps politiques, des partisans et tout ça là. En 2005, les gens ont oublié, je m'étais retiré. Certains de mes partisans disent, mais président, tu n'as pas le droit de te retirer par-ci, par-ça. Mais qu'est-ce que j'irais faire dans cette situation dramatique et haute pour mon pays et tout. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Donc la CEDEAO a contribué en ces temps-là à l'avènement de M. Faure Gnassingbé. Et aujourd'hui, la CEDEAO, certains, et je les connais, je ne peux pas tout vous dire ici et tout, disent, le contrat, ce n'est pas que M. Faure Gnassingbé vienne s'incruster au pouvoir pour faire 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on ne voit pas le résultat concret sur le terrain. Les Togolais sont en souffrance. Il y a la misère, il y a la corruption gangrénant la société togolaise et tout. Donc pourquoi M. Faure Gnassingbé resterait au pouvoir? Pour faire quoi? C'est ça la réalité de la CEDEAO. Alors la CEDEAO dit, puisque nous-mêmes, nous avions permis, certains leaders et tout, à M. Faure Gnassingbé de pouvoir aller à ces élections de 2015 et tout, et qu'il est là en place, qu'il finisse son mandat, et qu'il se retire pour permettre maintenant un nouveau départ pour notre pays et tout. C'est le compromis que la CEDEAO souhaite. Alors moi, je suis allé dire à la coalition, voyez-vous, ce sont ces gens-là, et ils ont une certaine coterie qui a du pouvoir. Et si ils nous proposent le compromis, alors allez dire et disons au peuple togolais que puisque vous
vos partisans, je ne sais pas, vous ne voulez plus de Faure Gnassingbé, qu'il quitte ainsi de suite de ses partisans, sa minorité et tout. Bon, nous allons faire le compromis en votre nom, par sagesse et tout. Donc nous allons dire, ok, laissons M. Faure Gnassingbé au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2020. Il va se retirer, vous comprenez. Mais entre-temps, il faut qu'il mette en place un gouvernement, puisque vous êtes d'accord maintenant, un gouvernement de transition, et que ce gouvernement de transition soit dirigé par un cocardier, quelqu'un qui connaît bien ce pays, qui aime ce pays, un patriote, qui sait ce qu'il faut faire. Comme qui, par exemple? Vous, tu sais, moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est mon destin. Dieu sait pourquoi vous, par il m'a exemple, créé. Vous, par exemple? Si les Togolais sont d'accord, je suis prêt. Comprenez? Je suis prêt. Oh bien, merci. On va prendre... Et pendant la transition, j'ai dit ce qui doit être fait. Vous avez suffisamment expliqué. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Vous venez de poser une question à M. Nanson. Moi, on vous appelle vous comment? M. Combatté, Dieu. Ok. Vous venez de poser une dernière question à M. Lanson en lui demandant qui lui pense qu'il peut diriger ce pays. Pas ce pays. Oui, en fait, le gouvernement de salut public. Vous voulez que moi je vous donne la réponse? Vous voulez que je vous donne la réponse? Non, mais, oui, mais en fait, vous intervenez pour poser une question, n'est-ce pas? Oui, mais je voulais répondre à cette question avant de dire ce que j'ai à dire. Non, en fait, si vous voulez. Alors, moi je pense que Pascal Bourgeon est bien, c'est indiqué pour diriger ce pays. Bon, mais moi j'appelais pour féliciter d'abord Patrick Lawson. C'est pas Patrick Lawson, Il s'appelle Nicolas Lawson. Nicolas Lawson plutôt pour ses observations. Il dit la vérité, il dit ce qu'il pense et c'est ce qui est le mieux pour le Togo. Maintenant, je voudrais aussi dire, les gens ont l'habitude de dire que le problème togolais est compliqué. Ce n'est pas compliqué, le problème togolais. Le problème togolais, c'est le non-respect des accords que nous signons. Faure Gnassingbé est arrivé en 2005 et toute la classe politique togolaise a signé un accord en 2006 pour le légitimer. Et dans cet accord, il devait respecter certaines dispositions et faire plus que 2 mandats. Mais il est sur son 3e mandat parce qu'il n'a pas respecté cet accord en méprisant tout le peuple. C'est-à-dire, lui, sa vie, sa seule vie, mais la survie de son parti dépasse la survie de tout le peuple togolais. C'est impossible. Quel est votre... Combatté. Et ça fait partie du bon sens. Oui, cher ami Combatté, quelle est votre question? Ma question, ce n'est pas une question, mais c'est un apport à votre débat pour dire à M. Patrick Lawson qu'il a raison sur toute la chaîne. Bien, merci. Merci. Vous répétez que c'est Patrick Lawson. Non, c'est Nicolas Lawson. Plutôt, Nicolas Lawson. Voilà. Bien, merci beaucoup de nous avoir appelés. Il vous confond carrément à Patrick Lawson. Oui, mais c'est pas... Un autre auditeur derrière Combatté, l'auditeur, on ne l'a pas encore, et nous parlions économie. Et il y a cette information que nous avions eue cette semaine concernant les emprunts obligataires au Togo qui est allé sur le marché de l'UEMOA. Une réaction à cette pêche de l'argent de la sous-région, puisqu'on a appris que le Togo a récolté entre 20 et 22 milliards de francs CFA. Ce n'est pas le cas. Ils avaient fait le premier rectificatif, ils ont parlé, et puis après, ils ont cherché de l'argent, des liquidités, et ils n'ont obtenu que 14 milliards, selon l'annonce de l'UEMA. Et j'ai dénoncé ça sur une radio comme une perte de confiance vis-à-vis de leur gouvernement. Mais comme ils ont de l'argent placé à l'extérieur avec leurs amis qui sont venus, qui ont pris des centaines de milliards à ce pays et tout, ils viennent nous redire maintenant qu'ils ont collecté 22 milliards au lieu de 21 milliards. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? C'est-à-dire, et c'est là où il faut que les économistes africains et aussi des Togolais puissent comprendre comment fonctionne ce monde. Un État est obligé
pour avoir des financements, recourir à des obligations ou faire des bons de trésor et tout, mais c'est à quel taux? C'est à des taux qui sont des taux usuriers. À 6,9%, c'est déjà usurier. C'est scandaleux. Alors que la Banque centrale, nos banques centrales, la BCAO, prêtent de l'argent aux banques privées à un taux de 2,5 milliards. Et ces banques privées viennent prêter 2,5%. 2,5%. Ouais, 2,5%, excusez-moi, 2,5%. Et ces banques privées viennent prêter de l'argent maintenant à nos États à 6,99% et tout. Mais c'est de l'escroquerie. Et c'est là où, c'est pour ça que on avance un peu. Et c'est ça aussi, il y a des problèmes. Quand tu es en avance sur la compréhension des choses, c'est aussi un problème, j'ai constaté ça. Mais quand j'avais dit, durant ma campagne de 2003, qu'il fallait réformer le traité de l'UEMOA, c'est juste à cause de ça. Parce que quand vous prenez le fonctionnement de la réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale, la Banque nationale américaine, vous verrez que cette banque-là prête directement aux États américains et tout. Mais les Européens ont expérimenté chez nous ici, dans les pays francophones de l'UEMOA et de l'Afrique centrale et tout, cette escroquerie-là, qui fait qu'aujourd'hui, même en Europe, vous verrez que ceux qu'ils appellent, tu vois, et qui viennent maintenant au pouvoir en Italie, un peu partout et tout, les populations ne sont plus d'accord que les États soient la vache de lait des prédateurs, des financiers internationaux, ainsi de suite et tout. Nous sommes obligés d'aller vers les réformes qui permettent à la Banque centrale, si on ne doit pas en faire des banques nationales, si elles doivent demeurer des banques centrales et tout, de prêter directement à nos États. Donc vous appelez à des réformes au niveau de réformes profondes du traité de l'UEMOA, ainsi de suite et tout. Voilà, c'est ça la réalité. Bien, merci. Un autre auditeur là. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, notre président. Bonjour. C'est Bozambo, M. Bozambo de Filkassou. Ok, je vais poser quelques questions. Oui. Et tous les jours, les Africains, avec les frontières, les mers, pour aller aux îles occidentaux. En ce moment, les chefs d'État européens voient les Africains souffrent. Ils amènent de l'argent. L'argent qu'on amène au pays, qu'est-ce qu'on fabrique avec? Qu'est-ce qu'ils font avec? Donc, vous êtes investisseur, vous faites beaucoup des enquêtes. Il faut nous sauver de l'autre côté. Donc, tous les jours, ils disent qu'ils sont affiliés africains. Mais s'ils ont été là-bas, donc ils ne défendent pas les Africains qui souffrent, qui traversent les mers, qui montent dans la mer tous les jours. Et les Africains souffrent. Et les paysans de quelques milliards, ils donnent visiblement. Donc, ils prennent la sécurité à eux-mêmes. Ils ne passent pas au peuple africain. Comment nous voulons faire pour sortir dans cette crise européenne? Bien, merci. On a globalement compris. Oui, la question est une question fondamentale. Quand Barack Obama était venu à Accra, j'étais là, au Parlement. Mais vous aimez parler de vous. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Puisque vous êtes partout. Je ne dis pas ce que j'ai pas vécu, ce que je ne sais pas, ou ce que je suppose. Je dis ce que j'ai vécu et ce que je sais. C'est ça. Donc j'étais là. Barack Obama leur a dit que ce ne sont plus les pays occidentaux et les prédateurs étrangers qui viennent, qui sont nos problèmes en Afrique, mais ce sont plutôt nos dirigeants, nos responsables. Ce sont ceux qui sont devenus des vampires et des irresponsables qui nous abusent. Ils n'ont pas été d'accord et contents, les députés ghanais qui étaient là et tout. Parce que il faut qu'on s'attaque toujours à l'Européen ainsi. Quand l'Européen vient ici, pourquoi le chef de l'État du Togo reçoit cet Européen-là et lui laisse la possibilité de monter tout le contrat, de faire ses syndications et tout, d'aller récupérer 300 milliards pour dire qu'il veut nous faire un troisième quai. Il dépense à peine 100 milliards et il emporte les 200 milliards. Mais parce qu'on lui a ouvert notre porte. Quand vous ouvrez la porte à un voleur, il vous vole. Quand vous laissez votre calami pour un chat, il le mange. Et c'est ça la réalité. Nos dirigeants sont les vampires. Et ce sont eux qui sont responsables. Comment pouvez-vous accepter? Quand j'étais parti pour Kouffort et à Francfort, à la Banque centrale,
pour dire, bon, ils ont créé le WAMI au Ghana, West African Monetary Institution. Ils veulent s'accorder maintenant au franc CFA pour créer une monnaie de la sous-région. Le Britannique qui m'a reçu, il me dit quoi? You are a fucking man. Why are you supporting this idea? Pourquoi j'ai supporté? Mais j'avais honte. Il m'a renvoyé chier et tout. Quand j'étais revenu en France, j'ai vu Bruno Delay, qui était alors le directeur général de la coopération. Il dit, ah Nicolas, je t'avais dit ça, tu vois. Ce sont vos chefs d'État qui sont responsables de ça, pas leur incurie, leur incapacité à être des patriotes, à faire confiance. Hein, ils sont quand même 54, chef d'État. Oui, non, nous parlons d'ici. Quand vous voyez par exemple le ministre des Finances qui vient vous dire qu'ils ont pris un cabinet international de temps et tout, qu'est-ce que ces gens savent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où est-ce qu'ils ont fait leurs études? Et nous n'avons pas fait nos études. Pourquoi il y a des fuites au ministère des Finances là? Parce qu'ils ne respectent pas. Ces dirigeants, ces petits dirigeants sortis de leur truc, ne respectent pas leurs nationaux et tout. Et vont chercher des Européens, des Blancs, des capitaux étrangers qui sont des cabinets de prédation. Et quand ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font? On les reçoit, on les luge dans les suites et tout. Et ils vont voir nos responsables là pour leur dire, ah, votre budget là, c'est combien? Votre truc. Et ils mettent ça dans leur ordinateur et tout, et ils mettent ça dans un logiciel, et ils vous sortent ce que vous devez faire. Vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. Alors, qui est le dindon de la face? C'est nous, ce sont nos dirigeants qui sont responsables. Et Barack Obama nous avait dit ça, ils n'ont pas aimé ça. Et c'est pour ça que par la suite, Barack Obama faisait venir aux États-Unis et tout, des jeunes leaders africains, pour essayer de leur donner une certaine conscience des réalités et du fonctionnement de ce monde, de l'économie nationale, internationale, ainsi de suite et tout. Et à partir de cet instant-là, ce sont nos jeunes qui doivent pouvoir se réadapter leur esprit pour sortir de ce système colonisé et ainsi de suite, et pour entrer dans un système de pensée nouvelle. Et ça, quand je le dis, les gens ne comprennent pas, et je comprends qu'ils ne comprennent pas, bien, merci. Parce que c'est un autre esprit. Parce que vous êtes un esprit brillant. Absolument. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes déjà en direct. Oui, vous êtes déjà en direct. Oui, vous êtes déjà à la radio, vous êtes en direct. Monsieur, bonjour. Je crois qu'on a encore quelques problèmes de retour avec cet auditeur qui est en ligne. Et je disais tantôt, oui. Est-ce qu'on peut avoir un autre auditeur? Décidément, c'est dimanche, je crois qu'on a quelques soucis. Il y a quelque chose qui se raconte à propos du Togo, que le Togo a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup d'argent au Togo. L'auditeur, allô? Puisqu'il est prioritaire. Allô? Bonjour. Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? Non, en fait, c'est très faible. On a... Oui, essayez, on va voir. Parlez un peu plus fort, on va voir. Oui, allez-y. Je crois qu'on va abandonner cet auditeur. Il se raconte que le Togo a beaucoup d'argent, qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays, mais visiblement, vu ce qui se passe, et on vient de parler des emprunts obligataires. Est-ce que quelque part, c'est les individus qui ont beaucoup plus d'argent et que l'État serait pauvre? Absolument. Et vous savez, M. Fogna Singri, il avait, je ne sais pas quel est le Saint-Esprit ou truc qu'il a touché, quand il a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses nationales. C'est-à-dire, c'est le fond de son cœur, ça. Parce que nous sommes tous, nous avons l'ego et le moi en nous, qui sont en compétition en permanence. Donc, quand vous écoutez votre ego, vous racontez n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, ainsi de suite, vous voulez avoir la plus grande maison, la plus grosse voiture, les femmes tout autour et tout, et vous croyez riche, et vous vous identifiez par rapport à ça. Mais quand vous suivez votre moi, vous verrez que votre moi vous ramène à la raison, comme le Nabo, qui était autour de César, qui lui disait, César, n'oublie pas que tu es un homme. N'oublie pas, quand les gens viennent avec César, ceci, ça, n'oublie pas que tu es un homme et que tu es faillible, ainsi de suite et tout. Monsieur Fogna Singbe a identifié le problème. Maintenant, qu'est-ce qui l'empêche de trouver la solution à ce problème vital? Parce que quand il y a des injustices graves dans un pays,
Quand il y a des gens qui cumulent 4 emplois, 5 emplois, quand il y a des gens qui peuvent aussi facilement aller prendre de l'argent pour le compte du pays et en disposer et dire qu'il doit en avoir ou pas et tout, ce pays ne peut jamais marcher. Et ce sont les injustices sociales qui provoquent les révolutions et tout. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas de révolution sans injustice sociale. Et si les Togolais sont en colère aujourd'hui et demandent que M. Faure s'en aille, c'est parce qu'ils vivent très douloureusement dans leur chair cette injustice sociale grave dans ce pays, où des gens ont des milliards pour construire des choses, acheter des choses, voyager, aller et venir, alors que leurs frères n'ont même pas 500 francs pour manger. Il n'est pas normal que quand on donne 10 milliards au CHU pour l'équiper et tout, des gens détournent ça pour aller acheter des scanners dans leur clinique, ainsi de suite et tout, et le reste pour prendre des femmes et s'acheter des 4x4, ainsi de suite. Il n'est pas normal, M. Faure Gnassingbé doit le savoir, il n'est pas normal. Est-ce qu'il ne le sait pas? Je me demande, il n'est pas normal, par exemple, que des gens quittent ici Lomé avec des centaines ou je ne sais pas combien, des dizaines de 4x4 pour débarquer à Kara et occuper les hôtels et tout, au moment où leurs frères n'ont même pas 100 francs, 200 francs pour manger. C'est un scandale. Il choque le peuple. Et le peuple a le droit de se rebeller et tout. Mais ce sont les injustices sociales qui créent les révolutions. C'est une affaire de cause à effet. Cause à effet. Nicolas Lassonde, ce que vous dénoncez, oui. Ce que vous dénoncez, et vous le dénoncez tous les jours. Oui. Ces derniers temps, vous êtes abondamment sur les médias, mais Oui. est-ce que visiblement vous êtes écouté? Oui, je suis écouté. Je suis très écouté. Ne vous inquiétez pas. Même M. Faure Gnassingbé, il aime m'écouter. Mais pour l'instant, des forces maléfiques sont autour pour essayer de l'empêcher d'agir. Mais quand le moment viendra, rien ne l'empêchera ou empêchera ce qui doit être d'être. Vous comprenez? Si il persiste et il se laisse sous les maléfices de ces gens-là et tout, mais il finira mal. C'est ce que je me tue à dire. Je ne suis pas l'ennemi de Faure Gnassingbé, je suis l'ennemi de personne. Je dis ce que je pense être juste, Pour ce le Togo, que je crois. en fait. Pour le Togo, les Togolais. Bien, merci. Nous allons tenter encore cette auditeur. On a des soucis avec la ligne ce jour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'abord, deux observations. La première, Ah, allô? Allô? la... Allô? 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 Allô, s'il vous plaît. Allô? 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 S'il vous plaît, allô? Je crois que cet auditeur, on n'arrive pas à dialoguer. En fait, vous devez vous présenter d'abord et puis participer à l'émission. Et visiblement, vous faites des observations en direct et on ne sait pas de qui ces observations viennent. La règle, c'est que vous vous présentez d'abord et puis après, vous posez votre question ou vous faites votre observation éventuellement si vous en avez. Allô? Là, en fait, je crois qu'on a des soucis avec les auditeurs, avec la ligne. Nous allons continuer à pas poser nos questions. Les autorités du Togo prennent des initiatives. Vous y avez parlé tantôt de la nouvelle Assemblée nationale. Vous m'aviez dit que c'est un non-événement. Mais il y a un autre projet ou bien une autre initiative qui porte le sigle MIFA. Ça concerne l'agriculture, c'est le mécanisme d'initiative pour le financement de l'agriculture. Et le salut du Togo passerait par l'agriculture. Mais pas avec des bêtises de cette sorte-là. Mais pourquoi parler de bêtises? Mais si, je vous dis les choses, il faut m'écouter. Mais que en Europe, et ça c'était dans le programme que j'avais présenté en 2003, c'est-à-dire que les Européens donnent à leurs agriculteurs ou leurs éleveurs et tout, 4 000 € par hectare, ce qui fait 2 623 000 cadeaux, subventions. Quand vous avez un hectare, vous voulez cultiver quoi que ce soit et tout, vous recevez de l'Union européenne 4 000 €, 2 623 000. Qu'est-ce qui empêche le Togo? Qui doit l'empêcher? Et qui, moralement, avec quelle puissance et je ne sais pas quoi, peut empêcher le gouvernement du Togo de donner à nos agriculteurs 400 000 par hectare et d'acheter des tracteurs pour les aider, ainsi de suite. Mais les Togo, ils trouvent l'argent où?
Mais ils ont fait un budget, non? Vous faites le budget sur la base de quoi? Quand tu vas à la banque, écoute-moi bien, quand tu vas à la banque et tu dis à la banque, je veux qu'on me prête 20 millions pour construire la maison. La banque vous demande, mais vous allez rembourser comment? Vous allez dire, ah oui, moi je travaille et j'ai 400 000 par mois et je veux rembourser 150 000 ou 100 000 et puis j'ai une maison que j'ai louée à 150 000 et voilà mes ressources et je vais rembourser. La banque étudie le dossier, voit que vous êtes en capacité et vous donne les 20 millions que vous n'avez pas au départ, que vous avez maintenant pour construire votre immeuble. Un État a des actifs physiques réels, a des richesses réelles. Non seulement les richesses minières du sous-sol et tout, mais les capitaux humains qui sont là et tout, qui travaillent, ainsi de suite et tout. Donc, aucun État ne peut jamais être en faillite globalement. C'est pour ça que j'ai de l'espoir pour l'avenir et tout. Nous allons changer Parlons de l'agriculture. Vous faites une comparaison. Oui, nous devons donner au moins 400 000 francs subvention, c'est-à-dire ce n'est pas un crédit, à tous ceux qui peuvent produire un hectare de terrain leur appartenant et voulant exécuter un truc. Ce serait un cadeau. Parce que, vous savez, vous ne pouvez pas aller emprunter de l'argent à un taux de 13% ou à 17% et faire de l'agriculture et réussir. Vous ne pouvez pas aller prêter et emprunter de l'argent et faire de l'industrie et réussir à rembourser ça, ainsi de suite, c'est pas possible. C'est pour ça qu'aux États-Unis, et les taux... Vous parlez tout le temps des États-Unis. Des États-Unis, voilà, parce que ce sont des choses qui se font de bien. Il faut toujours copier ce qui se fait de bien, pas ce qui se fait... Est-ce que c'est pas trop grand, les États-Unis? Non, je peux vous donner l'Europe ou je peux vous donner la question de la Chine. Vous comprenez? Les Chinois donnent aussi des subventions, les Européens, je vous ai donné... La comparaison avec le Togo, ça se fait avec de petits pays. Quel petit pays? Non, mais je ne sais pas. Les pays africains, c'est ce que Trump a dit, shithole, trou de merde. Nous sommes les plus, c'est-à-dire à ce 21e siècle, et que nous sommes encore à ce niveau-là, c'est une honte pour tous les pays africains, et le Togo y compris et tout. Nous n'avons pas encore compris comment fonctionne le monde, et nous n'avons pas la crainte de Dieu, ni le sens de la raison et du bien. Comment vous pouvez, vous nommer dans un pays quelqu'un comme Premier ministre, après qu'il ait supprimé l'allocation de départ à la retraite que nous avions mis en place pour soulager ceux qui partent à la retraite. Et dès que vous le nommez maintenant, il est Premier ministre, et il déclare le gouvernement de mandat social et tout. Est-ce qu'il sait ce que c'est que mandat social? C'est un scandale. Oui, mais en fait, aucune question ne vous a été posée sur le Premier ministre. Ah oui, je vous donne. Je vous ai pas posé de question sur le Premier ministre. Je vous donne pourquoi les élites africaines sont des élites tarées et dégénérées. En fait, vous l'avez dit depuis, parmi ces élites, il y a vous personnellement. Vous faites partie de cette élite. Vous êtes en train de tourner autour du pot d'arrondir les ans. Je ne sais pas pour quel intérêt de qui vous... Non, mais en fait, ce que je dis, puisque vous accusez les autres d'intellectuels. Je ne suis pas comme eux. Vous avez vu celui qui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Que je suis contre les deux camps et c'est pas bon. Donc cela doit déjà vous dire que lui sent que je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre. Mais si l'un peut dire je suis avec lui, l'autre, tant pis pour eux. Il nous reste encore 12 minutes, malheureusement. Moi, je reste sur malheureusement, ma position. Oui, malheureusement, ce temps qui est consacré aux auditeurs, on a des soucis pour pouvoir leur permettre de poser des questions. Mais nous allons continuer ici avec vous pour épuiser les 12 minutes. Parlons de cette crise qui visiblement s'enlise puisque la crise vient de faire 10 mois. Est-ce que vous vous expliquez pourquoi elle tarde à se trouver une solution? Non, il faut un sursaut national. Monsieur Faure Gnassingbé doit savoir qu'on est, on est seul et on meurt seul. Et qu'aucun de ceux qui l'entourent, même dans sa famille et tout, ne peuvent jamais se substituer à lui. Et il entend très bien que quand les gens s'attaquent à quelqu'un aujourd'hui, c'est à Faure Gnassingbé, fils de Gnassingbé et Adema. On ne s'attaque pas à ses collaborateurs et tout ça. Donc, ça doit lui mettre la puce à l'oreille pour savoir qu'il est venu seul. Et on a dit, on a tué pour lui, il partira seul demain. Donc, il doit faire attention à sa postérité et tout, et comprendre que tous ces vampes et ces vampires qui sont aujourd'hui au sein du pouvoir, ce sont eux qui sont en train de creuser
les trous pour qu'ils tombent dedans. Et les trous deviennent de plus en plus profonds et il doit faire attention. Les opposants ne font que dénoncer cela et ne cherchent qu'à profiter de cela. Ils ne sont pas responsables de la crise. Il faut que Faure Gnassingbé sache ça. Aucun opposant n'est responsable de la crise. Parce que les opposants, c'est quoi? Vous gouvernez, vous faites des erreurs et eux, ils exploitent vos erreurs. Ils peuvent les exploiter de façon scandaleuse et tout, mais ils ne peuvent pas vous attaquer si vous n'avez pas fait des erreurs, ainsi de suite. Et tout. Et M. Faure Gnassingbé, quand on est un homme d'État, un chef d'État, on est seul. Même votre maire, même votre meilleur conseiller et tout, vous l'écoutez et puis vous utilisez maintenant votre jugement pour prendre la décision qui doit être salutaire pour votre pays, pour vous-même et votre peuple et tout. Le Togo est en crise et la crise est profonde. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de contrôler cela parce qu'il y a des petits artistes, des politiciens qui sortent et tout, qui disent qu'ils ont des solutions. Oui, est-ce que la solution appartient encore à M. Faure Gnassingbé? C'est à lui demain. Oui, mais en fait, tout le monde parle de la CEDEAO. Non, c'est à lui, M. Faure Gnassingbé. Il a été président de la CEDEAO et il est toujours en cours président de la CEDEAO. Il doit s'entendre avec ses pairs pour trouver la bonne formulation pour que demain, on lui présente un bon Premier ministre et qu'il choisisse ce Premier ministre, qu'il le laisse librement former son gouvernement et tout, et mettre en place les solutions pour les problèmes, qui sont des problèmes urgents à régler et tout, pour essayer d'apaiser la société togolaise, de donner satisfaction à toutes les revendications qui sont là, qui sont urgentes et tout, et à partir de là maintenant, de préparer le lendemain, c'est-à-dire les réformes politiques, les réformes institutionnelles et autres et tout. Mais il faut d'abord, et ça c'est capital, ça, vous savez, notre pays a des trous terriblement, c'est-à-dire, ça me fait peur même, mais j'ai confiance, j'ai foi, parce que nous sommes presque 8 millions d'habitants. Nous n'avons que 52 500 fonctionnaires. Et puis, regardez notre économie nationale. Les salaires sont bas, sont médiocres et tout. Oui, ça on le sait depuis. Oui, donc il faut trouver des solutions. Pour la situation actuelle. Des solutions urgentes, c'est tout. La solution n'est pas... Donc ça ne viendra pas de la CEDEAO? Non, le chef d'État doit accepter un compromis avec la CEDEAO. Ce qu'il doit céder pour son propre salut, pour le salut de notre pays et le salut de notre peuple. Il faut qu'il concède. Il doit faire des compromis avec la CEDEAO. Parce que maintenant, le problème, c'est dans les mains de la CEDEAO. Donc lui-même a laissé échapper cette possibilité-là de résoudre par lui-même la crise et tout. Je ne sais pas quelle force maléfique a pu l'empêcher de laisser les choses dériver jusque-là. Mais aujourd'hui, il a encore... Est-ce qu'il n'y a pas de difficulté évidente à résoudre le problème togolais? Puisque quand on se réfère au dernier sommet de la CEDEAO, ce sommet a eu lieu, si ma mémoire est bonne, le 14 avril ici, et puis depuis 2 mois, on n'a pas senti de contact réel entre les acteurs. On dit les voies de Dieu sont insondables, mais c'est fou, les voies de Dieu sont sondables. Parce que quand vous lâchez vous-même, vous lâchez vous-même l'occasion, vous ne retrouvez pas la même occasion après. Donc, il a lâché l'occasion parce que des gens l'ont trompé. Et pourtant, il y a des gens autour de lui, je sais, qui lui disent, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire... Il faut toujours faire des concessions à la vie, aux circonstances et tout. Nous sommes faillibles, tous les hommes sont faillibles et tout. Et quand nous sommes chefs d'État, ainsi de suite et tout, nous avons des vampires, des crapules, des délinquants qui sont là dans les gouvernements et tout ça là, qui nous creusent des trous. Donc nous devons faire attention. Et quand lui-même il a constaté qu'il y a une minorité qui s'accapare, il devrait prendre des dispositions. Et c'est ce qu'il n'a pas fait. Et aujourd'hui, il n'a plus la maîtrise des choses. Donc ce que je lui conseille, c'est de pouvoir faire des concessions à la CEDEAO et ses amis-là qui lui disent de ne rien lâcher, de les envoyer au diable. Parce que mon oncle, le général, le monseigneur Isidore de Souza, c'est mon oncle, je suis resté avec lui et tout. Quand la situation était extrêmement grave et tout, il est parti voir Mathieu Kérékou pour lui dire, s'il vous plaît, monsieur le président, faites des concessions, laissez faire, Bien, merci, merci. Nous allons parler un peu de votre quartier, Kodiviakopé, peut-être au-delà de Kodiviakopé, plusieurs quartiers de Lomé, puisque nous sommes en saison de pluie, et on sait qu'en saison de pluie, il y a des difficultés évidentes. Je ne sais pas, comment est-ce que vous vous débrouillez chez vous? Non, de toute façon, moi je ne suis pas aux affaires, je fais ce que j'ai à faire difficilement, parce que vous savez, quand un peuple est dévoyé,
et que ce peuple maintenant est laissé à lui-même et n'a plus confiance en l'État et tout, ça devient danger pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut très rapidement restaurer l'autorité de l'État, l'ordre et la discipline dans Est-ce que le l'autorité pays de l'État du Togo est bafouée? est bafouée. Mais c'est vrai ce que vous dites? Absolument. Si vous venez chez moi en Europe, vous verrez pourquoi. Mais donnez-nous des indices. Non, je dis, venez chez moi en Europe, puisque vous êtes journaliste et tout, vous verrez ce que je dois faire et que des délinquants m'empêchent de faire et que le maire ne peut pas m'aider à faire. Alors, l'autorité de l'État, le préfet et tout ça là, est-ce qu'il ne peut pas régler ce problème qui est De quel problème? La vente du carburant, par exemple? Quelle vente du carburant? Ça, c'est autre chose. Si on veut interdire la vente du carburant, on fera ça. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fera? On doit trouver du travail à ceux qui font ça. Et nous avons la possibilité de trouver du travail à ceux qui font ça parce que tout est à reconstruire. Ouais, l'assainissement de Lomé, j'ai dit avec 200 milliards. Quand vous fermez la lagune, vous bouchez la lagune, qui est naturelle, et vous mettez du sable là-bas et vous laissez des déchets s'accumuler et des camions là, mais vous empêchez un passage de l'eau et tout. L'eau trouve toujours, comme l'air, ils trouveront toujours leur place pour évoluer et tout. Donc il faut, j'avais dit ça, qu'il fallait faire une grande turbine et puis faire venir toutes les eaux et tout, et nous allons demain, par la grâce de Dieu, déboucher cette lagune-là et en faire une belle lagune pour embellir la ville de Lomé et tout, et permettre donc, donner à l'eau la possibilité de couler vers cette turbine-là et tout, pour aller soit dans les lagunes, ou soit aller vers Ce sont là vos propositions, mais les autorités n'ont pas baissé les bras, puisque vous savez, ils font rien du tout. Non, mais en fait, depuis quelques années, il y a quand même eu... Non, c'est misérable. Vous savez, quand vous voyez des choses misérables comme ça... Mais avant, il n'y avait rien. Avant, il n'y avait rien. Oui, mais ils ont fait le plus grave, et fermer cette lagune, comme ils ont fait à Nero aussi, où ils ont dit qu'ils vont construire un marché minable, et puis c'est devenu maintenant, tu vois, un centre de besoins, des trucs comme ça et tout. Donc, tout ce qui avait été fait a été mal fait. Et c'est pour ça que les Togolais veulent un changement à l'alternance, pour voir ce que d'autres peuvent faire de mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Au Bénin, quand Mathieu Kérékou était parti, mais quand Soglo n'a pas réussi, les Béninois ont fait ramener Mathieu Kérékou et tout. Si M. Fogna Singbe, il pense qu'il a bien fait et tout, et que personne n'est en capacité de faire mieux, qu'il parte dans des conditions honorables, et si demain ceux qui viennent ne sont pas capables, mais le peuple togolais, à qui il faut redonner, tu vois, la souveraineté, le droit de décider de son destin, fera ce qui est nécessaire. Mais si des gens lui font croire que, ah oui, il faut qu'il reste 2015, 2020, des conneries comme ça, sont des criminels qui lui conseillent ça. Nous allons vous écouter parler de football, puisque c'est la période, la Coupe du Monde qui se joue en Russie. Je ne sais pas si vous avez le temps pour regarder de temps en temps les matchs. Je regarde, j'adore le football et j'avais été un bon joueur. Ce que je suis... Non, mais en fait, visiblement, vous êtes bon partout. Ah oui, je suis un honnête homme, comme au XVIIe siècle, éclectique. J'ai essayé de savoir... Dans ce cas, vous êtes malchanceux, puisque par exemple, malgré tous ces bagages, malgré tous ces talents, et visiblement, ces talents ne profitent pas au Togo. Mais voyez, c'est ce que vous venez de dire, je ne veux pas qualifier, vous avez dit, je vous ai insulté. Ceux qui... Mais insultez-moi, s'il n'y a pas de problème. Mais c'est de l'ignorance. Mais en fait, ça profite comment au Togo? Les Togolais savent que quand je dis qu'il faut par exemple donner 20 millions à 1000 chefs traditionnels pour qu'ils deviennent des entrepreneurs et créent chacun 20 emplois, ça fait 20 000 et développent leur canton ou leur village et tout, mais 20 milliards. Mais les 200 milliards que Bolloré a emportés, on ne peut pas trouver 20 milliards dans ça pour donner à nos... Ce que je dis, vous me traitez d'ignorant. Là, mais visiblement, depuis qu'on vous connaît, vous avez toujours fait de très belles propositions. Mais visiblement, vous avez été aux élections et vous n'avez jamais été... Oui, vous savez, moi-même, j'étais en colère. Qu'est-ce que vous apportez au Togo? Moi-même, j'étais... Non, mais vous apportez des propositions. Quand vous les écoutez, d'ici jusqu'à... Dans ce cas, tous les Togolais sont des ignorants, alors. Non, pas du tout. Les Togolais savent très bien que tout ce que je dis... des Togolais, je ne dis pas tous les Togolais, parce que tous les Togolais n'ont pas intérêt à ce que je dis. Des Togolais et une immense majorité, ils savent que ce que je dis est vrai. Et ça s'accomplira
en son temps, à son moment. Vous savez, il y a des choses... Oui, mais c'est que vous dites, vous n'êtes pas un prophète. En fait, sur le présent, C'est sur vous, le présent, c'est vous êtes là devant moi, je suis là. juste comme un président d'un parti politique. Oui, comme Jésus a été là. Mais vous n'avez jamais été député. Mais vous n'avez jamais jamais été député. Mais est-ce que c'est être... C'est là où vous vous trompez. Vous êtes ministre. Vous n'êtes que ministre, vous portez un titre. Mais qu'est-ce que vous faites? Moi, durant mon petit parcours dans ce pays et tout, j'ai fait quoi? J'ai mis en place la HAC. Oui, mais en si fait, je n'avais pas démissionné, j'aurais mis en place le conseil économique. Presque tout qui a été fait dans ce pays, ça vient de vous. Ça aussi, Ce que j'ai fait, c'est ce que je dis. Non, mais en fait, tout le monde est surpris que vous parlez comme ça. Oui, que si les gens... Parce que si tout le monde parlait comme si ça... les gens ne disent pas si les gens ne disent pas de vous ce que vous avez fait, au moins vous, rappelez-leur ce que vous avez fait. Vous comprenez? C'est tout. Ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en train de dire. Et sur la question du football, ma proposition demain, c'est que nous allons transformer à goût, c'est-à-dire le couteau et tout, en des centres de formation pour un certain nombre de jeunes professionnels qu'on va financer et tout, qu'on va encadrer, qui vont faire des sports et ainsi de suite, dans tous les secteurs. Et je veux qu'on ait demain des jeunes Carlo, des jeunes Tommy, des jeunes Anatole, des jeunes... voilà, ce qu'on avait eu, Djibril et tout ça là. Demain, puisque le vivier est là, il s'agit maintenant de reconstituer ça, de former les gens et tout, et de leur donner des moyens. C'est pas seulement un individu qui est venu de je sais pas où et qui va aller faire ce qu'il veut. Mais demain, on va avoir des dizaines de Togolais qui vont être répandus un peu partout. Merci. Pour nous ramener de la richesse. Mais merci beaucoup, le temps nous talonne. Ces sports profitent. J'espère que vous avez convaincu beaucoup plus de Togolais après les réponses que vous avez apportées à nos questions. Cette émission, elle s'achève ainsi. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Nous voulons nous excuser auprès de nos auditeurs pour les désagréments que le manque de téléphone a peut-être pu produire auprès d'eux. Ils ont bien voulu poser des questions au président Nicolas Lawson. Malheureusement, ce sera pour une prochaine fois. Je m'appelle Pierre-Roy Thiobé, à dimanche prochain. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.